Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Bonne semaine à vous, merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, le président de la Chine, Taïwan, attendu à Port-au-Prince demain mardi. Durant cette visite de 24 heures, Ma Ying-jeou inaugurera les travaux de construction de la Cour de cassation financée par son pays et s'entretiendra avec Michel Martelly. On verra dans ce journal les dispositions adoptées par les responsables de la circulation dans le cadre de cette visite. Dans l'actualité également, une mission de l'OEA en visite d'évaluation sur la situation haïtiano-dominicaine devrait quitter Haïti demain. La délégation a visité le point de rapatriement dans sa pitre et a discuté avec le président haïtien ce lundi. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti annonce l'ouverture d'une enquête sur le dossier du caméraman de Télésignal tabassé par un policier vendredi dernier. Des images filmées par la victime pendant l'incident contredisent la version du policier fautif qui accusait plutôt le caméraman. Dans l'actualité aussi, vers la validation de la stratégie nationale genre et élections, le CEP, le ministère à la condition féminine et la Fondation internationale pour les systèmes électoraux ont procédé à une rencontre de restitution du document qui devrait permettre de renforcer la participation des femmes dans le processus électoral. À l'étranger, 23 militaires tués et 19 autres hospitalisés. Bilan provisoire de l'effondrement du 241e centre d'entraînement des forces aéroportées en Russie. Et puis enfin, le Mexique lance une chasse à l'homme pour retrouver le baron de la drogue, Joaquín Guzmán, surnommé El Chapo, évadé d'une prison de haute sécurité en utilisant un tunnel. Voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Arrivé en Haïti dimanche de la mission de l'Organisation des États américains chargée d'enquêter sur le processus de rapatriement de migrants haïtiens en situation irrégulière sur le sol dominicain, la délégation de l'OEA s'est entretenue le jour même de son arrivée avec des organisations de la société civile en Haïti. Elle s'est rendue ce lundi à Ansapitre, à la frontière haïtiano-dominicaine. Et avant de mettre fin à leur mission demain mardi, la délégation de l'OEA a rencontré plusieurs officiels du gouvernement haïtien, dont le président de la République, Michel Joseph Martelly. Rappelons que cette délégation était également en mission en République dominicaine vendredi dernier, toujours dans le but de recueillir des informations sur la question de déportation massive de sans-papiers haïtiens par les autorités dominicaines. Les enquêteurs de l'OEA ont rencontré à cet effet plusieurs responsables dominicains, dont le chancelier Andrés Navarro. Ils ont également analysé la mise en œuvre du plan national de régularisation des étrangers et observé la mise en œuvre de la loi spéciale 169-14 visant les personnes nées en République dominicaine de parents étrangers qui manquaient de documentation. C'était annoncé en titre, le président de Chine, Taïwan, sera dans nos murs demain mardi pour une visite de 24 heures. Il viendra inaugurer les travaux de construction de la Cour de cassation financée par le gouvernement taïwanais
à hauteur de 17 millions de dollars américains. Le président de Chine-Taïwan sera reçu par son homologue haïtien sur le tarmac de l'aéroport Toussaint-Louverture. Les deux hommes se rendront au Mupana pour une offrande florale en hommage aux héros de l'indépendance. D'autres rencontres sont prévues dans le cadre de cette visite, notamment au Palais national avec le président Martelly et d'autres membres de la délégation taïwanaise. Suivez à ce sujet les explications de Rothschild de François Junior. Il est le porte-parole du gouvernement. Ses propos ont été recueillis par journaliste Saint-Ilus et Wendy Henry. Après, donc, le président a fini accueilli. Et prochaine étape, c'est Mupana. Côté, président taïwanais a déposé un gemme de fleurs dans Mupana. Comme Mupana, quand même, pour rendre hommage à tout héros de l'indépendance. C'est là tout gros garçon, tout gros femme paysan au niveau de Mupana. Après Mupana, point important, c'est l'inauguration de la Cour de cassation. Comme Noël, son un bâtiment flambant neuf, un gros bâtiment d'ailleurs de visiter là avec plusieurs nous même là au niveau de la presse, l'on a fait visite de terrain. Son bâtiment que le gouvernement taïwanais a aidé le pays d'Haïti construire, il coûtait plus que 17 millions de dollars américains selon l'information que je donne du côté de Taïwan. Le président de la République, là, son Excellence Michel Martelly, va inaugurer avec le président taïwanais, M. Ma Ying-jeou. Et il est prévu quand même quelques discours, dont discours président de la Cour de cassation, l'honorable Jules Cantave, qui va parler. Il y a président de la République, là, Michel Martelly, qui a parlé tout, avec le président taïwanais, M. Ma Ying-jeou, qui a pris la parole dans le cadre de la cérémonie ça. Après la Cour de cassation, leur fini d'inaugurer la Cour de cassation, deux présidents ont dirigé dans le Palais national, côté pour le rencontrer, et il y a une sorte de bilatéral qui va gagner entre quelques membres du gouvernement taïwanais qui va accompagner le président taïwanais avec quelques membres du gouvernement haïtien, suivi d'un point de presse que le président de la République là, avec le président de la République taïwanaise pour le bail dans le Palais national. Et puis dans la soirée, il y a un banquet d'État que le président de la République là, a offert en l'honneur du président taïwanais, M. Ma Ying-jeou, qui a visité le pays d'Haïti. Il a accompagné quand même de quelques membres de son gouvernement et puis quelques membres du secteur privé taïwanais qui a fait déplacement en Haïti. La zone du Champ de Mars sera interdite d'accès aux véhicules. Les mêmes mesures de sécurité adoptées lors de la visite en Haïti du président français François Hollande le 12 mai dernier seront appliquées à partir de 8 h du matin. Seuls les véhicules officiels et ceux dûment autorisés auront droit de circuler dans l'air du Champ de Mars, de Carrefour de l'aéroport en passant par Nazon. Pour aboutir au canapé vert, la circulation sera restreinte lors du passage du cortège des officiels. Détail avec le porte-parole du gouvernement, Rothschild François Junior. En termes de circulation, ça nous a dit, c'est qu'au niveau zone Champ de Mars, on fait parler avec responsable de circulation, et bien, zone Champ de Mars a fermé. Donc, le monde ne peut pas passer, ce ne sont pas vraiment des officiels ou bien dûment identifiés, on ne peut pas passer dans la zone Champ de Mars en termes de véhicules. Donc, il y a une restriction au niveau de toute zone Champ de Mars parce qu'on a activité pour aller dérouler au niveau de Mupana, au niveau de Palais national et puis au niveau de la Cour de cassation. Donc, zone ça a fermé à la circulation à partir de 8 h selon ça. Et commissaire Goodson, qui c'est commissaire de circulation, fait me connaître. Pour l'autre zone, tant qu'au aéroport, tant qu'au Nazon, tant qu'au route de canapé vert, après certaines restrictions, notamment lorsque le cortège présidentiel lui a passé, sorti aéroport ou bien pour retourner aéroport pour aller déposer président taïwanais qui a reparti le lendemain. Donc son visite pour le même gouvernement qui est très important et toute disposition prend déjà au niveau du gouvernement pour capable accueillir le président taïwanais en Haïti, son Excellence M. Ma Ying-jeou. Autre nouvelle, l'opération conjointe menée par la police haïtienne et la MINUSTAH ce week-end à Fort-Trouon a conduit à l'interpellation de 113 personnes et 9 arrestations. Bilan communiqué ce lundi par le porte-parole adjoint de la PNH. L'inspecteur Gary Desrosiers a précisé que parmi les individus arrêtés figure le présumé chef de gang Félix Piram alias Toutou. M. Desrosiers a ajouté que 375 policiers issus de plusieurs unités spécialisées de la PNH et 140 agents onusiens ont participé à cette descente de lieu dont l'objectif consistait à pacifier la zone de la Saline. Le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, au micro d'Éphésier Mathieu. 13 interpellations qui faites. Et là, nous arrivons dans le commissariat et après, nous cuisinons, il y a 9 que la police Québec, dont le fameux chef de gang Félix Piram,
qui continue que les Toutou, nous avons pour nous tout à l'heure. Christophe Junior, il continue que les Falm en lait. Robinson Saint-Cyr, Jackson Terralien, Aubourg Raymond, Charles Bertin, Ulrich Célestin, Jean-Charles Charleston, Béatrice Louis-Saint, lui-même qui c'est Maman Basla. Nous saisis un gilet tactique qui est abîmé avec plusieurs sachets de marijuana. La police, pour le moment, a recherché 8 personnes qui font partie de Gamza. C'est le moine ainsi connu, T Junior ainsi connu. Nous avons recherché tout activement Bouillon ainsi connu. Il fait partie de chef de Gamza. La police a recherché tout Léonel Lexius qui continue un jeu qui est Nenel. Thibaut Volet. Et comme ça, monsieur, les têtes par monsieur, ça fait partie de base que nous sommes cités là, qui localisé, quartier général, c'est Fortouron, la Saline. Il y a un Fetson Fizemé, alias Fefe, que la police a recherché activement. Léonel Altema, monsieur, son gros bandilier, il continue à appeler Bout de Jean-Jean. Nous avons noté que il y a pile de monde qui est victime de monde en bas de la ville, de monde qui ont tué, de policiers tout que monde ont tué. C'était bandit vraiment qui est très dangereux. Nous avons demandé aux populations pour le prudent avec eux et aider la police. Relais-nous dans 38 20 11 11 dès que nous localisons côté que monsieur s'est caché. Nous l'avions annoncé en titre, l'inspection générale de la police nationale d'Haïti annonce avoir déjà ouvert une enquête sur le dossier du journaliste caméraman de Télésignal victime de brutalité policière le 10 juillet dernier à Gérald Bataille. Le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, qui dit déplorer cet incident, informe que les enquêteurs de l'IGPNH ont entendu ce lundi le policier en question en vue de constituer les faits. Soulignant que le policier guerrier Seyid, affecté au commissariat de la Croix-des-Bouquets, avait expliqué en présence du juge de paix de Delma, Dumi Dubé, vendredi dernier, avoir été lui-même tabassé par le caméraman. Une version que viennent démentir des images tournées par le caméraman au moment même du regrettable incident. L'occasion pour Gary Desrosiers de rappeler qu'un policier doit toujours afficher un comportement exemplaire. Le porte-parole adjoint de la PNH, toujours au micro de Ephésien Mathieu. Nous, effectivement, déploré ça qui est arrivé, parce qu'il fait pratiquement tous les médias. Et nous avons la police lui-même avec la presse, c'est deux partenaires, et surtout en matière de communication sociale et communication de masse. Ça veut dire la presse sont un élément qui est très important pour nous, et la presse tout, et nous toujours disons ça tout, ils impliquent tout dans le travail sécuritaire. Ça veut dire nous avons intérêt chaque jour pour policiers, pour la police étant institution avec d'autres institutions pour développer synergie. Ça arrivé effectivement, et nous au courant de ça, et inspection générale pour le moment, et attendez les policiers. Et pas n'a fait transparence et si on sanction justement qui prend le fait qui prend le prend nous tout à peu courant parce que nous pas accepter type de comportement ça c'est pas obligé il pas obligé son caméraman il est capable n'importe monde dans la population qui est victime de un abus policier parce que là nous pas tolérer type de comportement ça parce que le policier lui-même il fait 9 mois au niveau de l'école là il a une formation il dit mais comment pour que lui agisse sur le terrain mais comment vous l'évaluer justement sur le terrain mais malheureusement ça arrivait et moi garder justement de citer non et même directrice information signal là pas de bail non et policier parce que gagne justement la justice et tout qui est informé de un juge de paix qui vient verbaliser et pour le moment enquête là est au niveau inspection générale et je crois que dans la prochaine conférence de presse là porte-parole de l'inspection générale là a élaborer un peu plus mais pour le moment je garde de tout commentaire parce que faut nous pas nuire justement à l'enquête là pour connaître exactement ça qui cause ça. À Petit-Gouave, seuls les policiers sont autorisés à porter une arme à feu durant la période de campagne électorale. C'est ce qu'indique une note de la direction départementale de l'Ouest via le commissariat municipal de Petit-Gouave, Barreau Serge. En conséquence, tout individu surpris en flagrant délit avec une arme à feu, artisanale ou non,
tombera sous le coup de la loi, lit-on dans la note. La police de Petit-Goâve met à la disposition de la population locale 2 numéros de téléphone, 48 34 17 14 et 48 34 17 37, dans l'objectif d'alerter les forces de l'ordre des cas motocyclettes circulant sans son numéro d'autocollant. En parlant d'élections, il faut dire que le CEP se dirige vers la tenue des prochaines législatives partielles programmées au 9 août 2015. Les bulletins de vote devront arriver dans le pays cette semaine, rassure la conseillère électorale Yolette Mengual. Toutefois, elle fait remarquer que l'institution électorale n'a jusqu'ici pas reçu les fonds destinés à financer les partis politiques. Cependant, Mme Mengual informe que le CEP a déjà mis en place les modalités de répartition du montant que recevra chaque parti politique. Les précisions de la conseillère électorale Yolette Mengual au micro de Wesley, Antoine et Yvon Seïd. Bulletin yo prêt, bulletin yo pral, c'est des matériels sensibles ou pas capable et voyer le bec yo kounye là, mais gagner un délai que conseil là ba tête li pour acheminer yo dans bec yo tout bagay fini prêt. Il a pas entré dans semaine ça. Yeah. Et nous-mêmes, c'est chaque jour que parti politique, candidats, après les conseils là, pour demander conseils là, que l'argent soit disponible. Donc, nous ne pouvons pas gagner aucune enveloppe qui est disponible dans mes noms. Au niveau conseil là, c'est sûr que nous déjà chita avec ministre délégué par rapport à qui critères, qui modalités que nous pourrons mettre en place pour que justement partis politiques, candidats joignent l'argent, mais c'est des discussions qu'a faites sur X montant que nous devons joindre, pour arriver, nous pouvons joindre. Et comme annoncé en titre, à l'initiative conjointe du Conseil électoral provisoire du ministère à la condition féminine en collaboration avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, une rencontre de restitution dans la perspective de valider le document de la stratégie nationale genre et élections a été réalisée ce lundi à Port-au-Prince. Ce document est un outil important permettant de renforcer la participation des femmes dans le processus électoral, explique la conseillère Yolette Mengual. La représentante du secteur des femmes au sein du CEP indique que 50,1% de femmes sont inscrites dans le registre électoral et sur les 2039 candidats aux prochaines législatives, seulement 8% sont des femmes. Mme Mengual invite les femmes à se rendre aux urnes lors des prochaines élections. On l'écoute au micro de Wesley Antoine et Yvon Seïd. 1% de femmes qui inscrivent sur le registre électoral. Ça veut dire, pendant qu'on a fait promotion pour participation femmes dans le processus électoral, là, on a encouragé 50,1% de femmes qui ont carte électorale pour être capables d'aller voter. Le Conseil électoral ça a fait élection inclusive, honnête, libre, démocratique, avec une large participation, mais nous comptons sous femmes. Il y a une campagne d'éducation civique qui est sous pied actuellement, qui concerne la promotion des femmes comme électrices, qui concerne la promotion des femmes comme candidates. Donc nous attendons à ce qu'au moins nous gagnions légitimité ça, par rapport à l'organisation des élections avec les femmes. 50,1% de femmes qui gagnent carte électorale, ça veut dire que si 40% de femmes à l'exercer droit civil et politique, nous sommes capables d'arriver à une participation large à hauteur de 55, de 60, de 70%. À travers cette stratégie nationale genre et élections, le CEP fait la promotion des femmes comme candidates, et le CEP fait aussi la promotion des femmes comme électrices. Et au niveau du personnel administratif du Conseil électoral, nous essayons d'intégrer au moins 30% de femmes. Pour sa part, la ministre à la condition féminine, Yves-Rose Morquette, qui a pris part à cette rencontre, affirme que son ministère entend sensibiliser les femmes du pays sur l'importance du vote à l'occasion du scrutin de 2015 en Haïti.
La ministre Morquette appelle les femmes à voter pour les candidates. Elle affirme que le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme travaille sans relâche en vue de rendre effective la question de l'équité de genre dans le pays. Yves-Rose Morquette était au micro de Wesley Antoine et Yvon Seïd. À l'occasion de l'organisation des scrutins à venir, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes se veut être responsable de la mission de sensibiliser les femmes électrices sur l'importance du vote en vue d'accroître leur présence dans les instances de décision et de sensibiliser la population à appuyer les candidates. De ce même contexte, le ministère souhaite et se donne les objectifs suivants. Garantir la participation égale des hommes et des femmes dans la prise de décision pour corriger les inégalités consacrées par le système patriarcal et aussi promouvoir un nouveau style de leadership basé sur la justice sociale. Poursuivre sa lutte contre toute forme d'inégalité de genre, des campagnes de sensibilisation à travers divers secteurs, savoir, éducation, politique, tout en rejetant les stéréotypes liés à l'infériorité de la femme à l'égard de l'homme. Autre nouvelle, le réseau d'associations pour l'intégration des personnes handicapées invite les membres du Conseil électoral provisoire à voler au secours des sous-muets des personnes à mobilité réduite lors du prochain scrutin. Dibi Juanito, conseiller de RANIF, invite le CEP à mettre en place une campagne d'éducation civique au bénéfice des personnes handicapées afin qu'ils puissent voter sans embâche lors des élections de 2015. On écoute les déclarations de Dibi Juanito. Dans le mouvement, ça est supposé que ça ait l'éducation civique. Malheureusement, nous constatons pas de l'éducation civique là et nous connaissons une catégorie de éducation civique qui est plus bon, plus utile, c'est les handicapés. Nous disons, si vous n'avez pas fait éducation civique pour soumettre, pour handicapés visuels, vous avez des problèmes pour compter voix dans l'élection. Actuellement, vous n'avez pas comment bulletin à pied. Pas d'éducation civique qui fait. Moun soumis, vous pas connaît rien, vous pas me connaît en pile là dossier d'après une poser est-ce que élection pas me connaît même. C'est grâce avec une campagne d'éducation civique intégrée pour les personnes handicapées, n'a dit ça, n'a des chances et pour yo compter voir moun handicapé yo. Moi même qui aveugle, les mal voté, bulletin en même, m'a connaît qui côté me fait ti quoi non. Vous comprenez? M'a gen enseignement dans isolo nan. Comment pour me servir, m'a connaît à gauche ou à droite, m'a bien une nan, m'a bien qui ça m'a bien en clan connaît tout bagay net. C'est grâce avec une éducation civique pour yo faire. Éducation civique là, s'il pas fait, moun handicapé yo. Yo va dans l'élection mais yo mal compter voix yo. Et nous pas souhaiter ça arriver. Dans le cas contraire, voix moun handicapé yo pas jeune et si yo jeune y a mal compter pour nous. Dans une note de presse conjointe, les ministères du Commerce, de la Santé publique, de l'Agriculture, de l'Économie avisent le public en général et les producteurs et importateurs de farine de blé qu'un lot de farine contient du bromate de potassium, de l'azodicarbonamide à un taux très élevé et donc nocif à la santé. Fort de cela et dans le souci de protéger la santé des consommateurs, ces ministères décident d'enlever du marché tout stock de farine jugé non conforme à la consommation et que toutes les nouvelles importations de ces produits soient mises en quarantaine aux fins de conformité en accord avec les normes admises, lit-on dans la note. Autre nouvelle, ouverture ce lundi de la 4e édition de l'Université d'État de la Fondation Aristide pour la démocratie autour du thème du premier président élu à la première présidente élue le 7 février 2016. Plusieurs thématiques seront débattues dans le cadre de cette activité, dont l'état de droit, l'économie, les finances publiques et la production nationale. La 4e édition de l'Université d'été de la Fondation Aristide durera 2 jours. Elle verra la participation des intervenants tels que le sénateur Jocelyn Privert, l'agronome Anthony Dessources et l'économiste Eddy Laboursière. Prenant la parole lors de l'ouverture, la coordonnatrice du parti Famille Lavalas, Maryse Narcisse, a vertement critiqué l'administration au pouvoir qui, dit-elle, n'a fait qu'entraver le développement du pays. Maryse Narcisse. Des dernières échéances électorales de 2008 et 2010, des manœuvres diaboliques
ont été mises en œuvre pour nous écarter de la course aux élections à tous les niveaux. Mais nous avons résisté. Depuis le hold-up électoral de 2010, notre pays a fait un grand bond en arrière. Aujourd'hui, il s'agit de trouver des solutions durables à la crise résultant des coups d'État de 1991 et 2004 et des élections frauduleuses de 2010. Nous avons besoin de toutes compétences pays à gagner ici comme l'autre bord de l'eau. Université d'été ça l'ouvrit porte pour accueillir tout Haïtien qui voulait mettre main ensemble pour faire demain plus belle. Nous avons besoin, nous toutes, pour lever le drapeau dignité pays d'Haïti. Famille Lavalas voudrait que, sans préalable, tous les enfants de notre cher pays s'engagent sur l'essentiel en définissant ensemble les priorités à caractère politique, institutionnel, économique, social et culturel. Les enjeux sur lesquels nous devons prendre des décisions sont nombreux. Cela va de l'agriculture à la gourde, de la diaspora que nous devons pleinement intégrer, au chômage qui affecte plus de la moitié de notre population. Mais par-delà les questions sectorielles, il importe de construire la solidarité entre nous tous d'abord. Cela passe par la lutte contre la corruption et l'impunité. Autre information, le collectif des étudiants de l'UEH entend mobiliser le 28 juillet prochain en vue de dénoncer l'occupation d'Haïti par les forces étrangères. Ils ont rappelé que 100 ans après l'invasion américaine, Haïti ne s'est toujours pas remise des méfaits de cette occupation. Faisant référence à l'épidémie du choléra, entre autres, le responsable du dit collectif a fustigé la présence de la mission onusienne en Haïti. Les propos de Manis Gentil ont été recueillis par Ephésien Mathieu. Pendant l'occupation américaine, Suzy Castor a répété ça dans l'ouvrage l'occupation américaine de 1915-1934, côté l'a montré côté américain yo te détruit et agriculture pour te planter en série de plantes qui pas bon pour sol non. Nous-mêmes nous dit non et date ça pas dû passer comme ça. C'est ça que fait. On a fait des journées portes ouvertes l'école normale supérieure, des journées réflexion et des journées débat pour nous dire comment nous devons sortir sous tutelle internationale là. Côté nous devons retirer occupation ministère, occupation maquillée dans la bataille pour lui depuis longtemps et nous devons vivre tant que Dessalines te dit vivre libre tant que tout peuple. Nous pas devons gagner botte sous nous. Regardez ça a fait Johnny Jean. Regardez ça il fait plusieurs milliers de monde qui prend maladie choléra. Nous ouais colonisation, exploitation, domination prend toute forme mais yo pas fait nous bien. C'est ça que fait nous dit peuple haïtien 28 juillet mobiliser avec nous devant l'école normale pour nous dire non avec occupation maquiller ça. Occupation yo ba nous qui pas utile nous rien. Occupation côté ces douleurs atroces, ces maladies, ces péripéties n'a passé en bas occupation ça. Nous même journée jeudi étudiants n'a goumé contre occupation, n'a goumé pour nous vivre tant que monde, mais nous pas qu'à goumer pour contre nous, faut que la population rejoigne. Autre info, adoption ce week-end par le syndicat des notaires des juridictions du pays du code de déontologie pour la profession de notariat en Haïti. Il s'agit d'un document qui vient régulariser cette profession dans le pays. Ce code de déontologie a été adopté au cours du 4e congrès du SNJH, déroulé sous le thème « Le notariat haïtien codifié et engagé ». Suivez en ce sens les précisions de la présidente du syndicat des notaires des juridictions d'Haïti, Marie-Alice Bélizer. Code ça imposable à tous les membres du syndicat des notaires des juridictions d'Haïti. Nous avons 184 membres qui inscrits dans le syndicat qui payent les cotisations. Il y a 337 notaires sur tout le territoire haïtien. Donc nous représentons plus de 45% du notariat haïtien. 4 éléments essentiels, c'est que premièrement, il y a des règles fondamentales pour exploitation études, que ce soit préservation des archives, transmission des archives, sécurité des archives. Deuxièmement, il y a un mode de fonctionnement notaire par rapport à clients,
qui obligation que le gain vis-à-vis de client, faut qu'il cordial, faut qu'il ait un bureau qui propre, faut qu'il ait un équipement qui capable de rendre service notarial là. Troisièmement, nous gagnons réglementation entre notaire et notaire. Si un dossier saute qu'à un confrère et que le rivé qu'à un autre notaire, même s'il a une erreur, ou pas pour dire notaire ça va qu'on rien, on va faire un bouchon, on va traiter le dossier à l'interne sans qu'on pas besoin d'abîmer un confrère. L'adoption du code de déontologie par le syndicat des notaires des juridictions d'Haïti est une importante décision pour cette profession dans le pays, selon le notaire Douyon Magela, qui participait au 4e congrès national de SNJH. Il est important que la profession de notariat en Haïti soit modernisée et l'adoption de ce code est un grand pas vers cette modernisation, croit Douyon Magela. Bon, c'est une très bonne décision parce que ça permet à tout notaire de un code pour le travail. Parce que la profession actuellement, il faut que nous modernisions. Et ça fait nous un comité qui est très dynamique. En la personne de notaire Marie-Alice Bélizer et Maître Leslie Alphonse qui font un travail remarquable pour pouvoir faire tout notaire travail ensemble qui est très bon pour eux et qui permet que l'association prenne pile force. Les points importants tant que lutte contre la corruption, lutte contre le blanchiment d'argent et de plus et lutte pour nous travailler mieux par rapport à l'administration intérieure et l'autre que qu'on y a la notariat qui moderne où il y a un notaire qui sont de Colombie, Canada, de France qui vient faire séminaire avec nous qui est très bon parce que longtemps nous pas gagné ça. Ce qui vient en plus pour le syndicat et pour toute notre juridiction d'Haïti. Un coup d'œil à l'étranger à présent. 23 militaires ont été tués dans l'effondrement du 241e centre d'entraînement des forces aéroportées de Svetli dans la banlieue d'Omsk en Russie. Pour l'instant, 19 personnes sont encore hospitalisées. Une enquête est en cours en vue de déterminer les causes de l'accident. Reportage Euronews. Drame en Russie après l'effondrement d'une caserne dans la région d'Omsk. L'accident a fait au moins 23 morts du personnel militaire qui se trouvait dans le bâtiment. Une vingtaine de personnes ont été retrouvées vivantes sous les décombres. Les secours poursuivent leurs recherches. Toujours à l'étranger, attentat à la voiture piégée contre le consulat italien au Caire, revendiqué par l'État islamique. La violente explosion a fait un mort et plusieurs blessés et détruit une partie de la façade du bâtiment. L'attentat est survenu aux environs de 6h30 locales. Un civil est mort et 9 personnes, des policiers et des passants, en sont sortis blessés. Reportage Euronews. L'État islamique revendique l'attentat contre le consulat d'Italie au Caire. La déflagration due à une voiture piégée a soufflé une partie de la façade du bâtiment qui était alors fermée ainsi que d'autres édifices des alentours. Un civil est mort et 9 personnes, des policiers et des passants ont été blessés selon le porte-parole du ministère de la Santé. Il n'y a pas eu de victimes italiennes. C'est la première fois que l'organisation djihadiste vise une représentation diplomatique dans la capitale égyptienne après l'attentat contre le procureur général et de nombreuses attaques dans la péninsule du Sinaï. Le Premier ministre égyptien Ibrahim Malham a déclaré que son pays était en guerre et il a appelé la communauté internationale à s'unir contre le terrorisme. Autre point de l'actualité internationale, le trafiquant de drogue Joaquín Guzmán, connu sous le nom de El Chapo, pour sa petite taille, s'est évadé de la prison de haute sécurité dans laquelle il était détenu dans le centre du Mexique, selon la Commission nationale de sécurité. Une vaste chasse à l'homme est lancée dans le centre du Mexique pour trouver le baron de la drogue. Guzmán est un récidiviste. Il a été déjà évadé de prison en 2001, caché dans un panier à linge sale. Détail dans ce reportage d'Euronews. Le célèbre baron de la drogue mexicain Joaquín Guzmán, dit El Chapo, s'est évadé. Il était dans la prison de haute sécurité d'Altiplano, à 90 km de Mexico. Guzmán a été aperçu pour la dernière fois samedi soir près de la salle de douche avant de disparaître, ont indiqué les autorités.
Les vols depuis l'aéroport voisin de Toluca ont été suspendus et des recherches ont été lancées. C'est la deuxième évasion de Joaquín Guzmán. La première avait eu lieu en 2001. Il s'était échappé grâce à des complicités au sein du personnel de surveillance en se cachant dans un panier à linge sale. Et ce n'est qu'en 2014 que le chef du cartel de Sinaloa avait été arrêté. Le magazine américain Forbes avait estimé la fortune de Guzmán à 1 milliard de dollars. Et à présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Le président de la Chine-Taïwan attendu à Port-au-Prince demain mardi. Durant cette visite de 24 heures, Ma Ying-jeou inaugurera les travaux de construction de la Cour de cassation financée par son pays et s'entretiendra avec Michel-Joseph Martelly. Dans l'actualité également, une mission de l'OEA en visite d'évaluation dans la situation haïtiano-dominicaine devrait quitter Haïti demain. La délégation a visité le point de rapatriement dans sa pitre et a discuté avec le président haïtien ce lundi. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti annonce l'ouverture d'une enquête sur le dossier du caméraman de Télésignal tabassé par un policier vendredi dernier. Des images filmées par la victime pendant l'incident contredisent la version du policier fautif qui accusait plutôt le caméraman. Vers la validation de la stratégie nationale genre et élections, le CEP, le ministère à la condition féminine et la Fondation internationale pour les systèmes électoraux ont procédé à une rencontre de restitution du document qui devrait permettre de renforcer la participation des femmes dans le processus électoral. À l'étranger, 23 militaires tués et 19 autres hospitalisés. Bilan provisoire de l'effondrement du 241e centre d'entraînement des forces aéroportées de Svetli en Russie. Et puis enfin, le Mexique lance une chasse à l'homme pour retrouver le baron de la drogue Joaquín Guzmán, surnommé El Chapo, évadé d'une prison de haute sécurité en utilisant un tunnel. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente semaine. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.